Et justement, pour en savoir plus, nous retrouvons en direct de Lyon Yacine El Yatoui, chercheur universitaire et analyste politique. Bonsoir à vous. Bonsoir, merci pour l'invitation. Alors, quelle lecture faites-vous de cette nouvelle nomination de Donald Trump d'abord? Ces nominations sont dans la lignée du second mandat qui va se profiler avec l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche en 2025, janvier 2025. Ça va être une politique étrangère proactive qui sera encore plus offensive que lors de sa première mandature entre 2020 entre 2016 pardon, et 2020. Donald Trump souhaite vraiment le retour de la grande force américaine sur le banc international. Et pour cela, eh ben, il prépare vraiment une équipe de choc bien plus expérimentée que lors de sa première mandature, avec un personnel plus confirmé, avec un bagage politique aussi plus appuyé. On peut par exemple nommer Suzy Wiles, qui sera donc à la direction de son cabinet présidentiel à la Maison-Blanche. Elle est vraiment l'architecte de la campagne électorale victorieuse du républicain, qui a remporté donc 312 électeurs par rapport à Kamala Harris, qui n'en a remporté que 226. Et donc, Suzy Wiles a vraiment convaincu Donald Trump dans la communication politique. Voilà pourquoi elle sera réellement le bras droit du président américain pour son prochain mandat. Et puis la représentation également de Elise Stefanik, qui sera donc représentante des États-Unis au siège de l'ONU. Toute jeune, âgée de 40 ans, sera donc ambassadrice des États-Unis au siège de l'ONU. Et les États-Unis souhaitent vraiment retrouver également un peu plus de leadership par rapport à la dernière mandature et l'administration Biden, qui a été un petit peu bafouée suite à de nombreuses erreurs de communication de la part du président Biden durant l'ensemble de son mandat, que ce soit pour la guerre russo-ukrainienne, que ce soit également pour la guerre au Proche-Orient et le rapport de lutte et de bataille commerciale avec la Chine. Et également, quel impact aura donc la nomination de Marco Rubio au poste de secrétaire d'État sur la politique étrangère, bien évidemment, de Washington, notamment dans les dossiers du Proche-Orient, la guerre en Ukraine et le conflit avec la Chine? L'arrivée de Monsieur Rubio va être très intéressante parce que il est l'un des enfants, on va dire, du Trumpisme. Le Trumpisme qui a vraiment envahi le paysage politique américain depuis donc 2016. Et Marco Rubio souhaite tout simplement la mise en avant de la force américaine, la force multidimensionnelle, une force politique, une force diplomatique, une force géostratégique, mais également une force économique. Et il doit tout simplement être un exécutant de Donald Trump au niveau de la diplomatie et de la politique étrangère, parce que tout simplement, Rubio va être dans la lignée de la promesse de Trump qui est le plus rapidement possible d'arrêter le conflit russo-ukrainien. Donc faire asseoir sur la même table l'Ukraine et la Russie, Kiev et Moscou, afin d'arrêter le conflit et que Donald Trump rentre donc dans l'histoire comme étant le président qui a réussi à arrêter ce conflit qui gangrène le continent européen et qui gangrène aussi l'économie internationale depuis plusieurs années et qui fragilise aussi l'économie américaine qui subit d'énormes inflations suite à ce conflit de grande ampleur. Et pour le conflit également au Proche-Orient, Rubio va être dans la lignée aussi de l'idéologie de Trump afin de trouver une solution à deux États, de pérenniser également la violence qui est très intense depuis maintenant de nombreux mois et être vraiment force de proposition afin de arrêter également l'influence néfaste du Hamas dans le paysage politique palestinien selon l'idéologie du Trumpisme et donc trouver une solution à deux États le plus rapidement possible.
Et concernant également la question de l'Ukraine, comme vous l'avez également noté par rapport à certains points, aujourd'hui, qu'en est-il aujourd'hui par rapport à cette nomination du nouveau président américain? Ce conflit ukrainien va être l'un des objectifs premiers de Donald Trump lors de son arrivée au pouvoir en janvier 2025. On sait que lors de son premier mandat, il a été très proche de Vladimir Poutine, que les relations se sont quand même un petit peu refroidies depuis, mais il a également certaines bribes de tension avec le président Zelensky. Il va mettre de côté les émotions et il va tout simplement être pragmatique parce qu'il souhaite une diplomatie américaine proactive sur l'international et également marquer le coup de son deuxième mandat, qui sera son dernier, étant donné que Donald Trump ne peut pas ensuite briguer un troisième mandat selon la Constitution américaine. Donc on va le sentir encore plus libéré et souhaitant rentrer dans l'histoire. C'est son objectif, rentrer dans l'histoire en étant le président américain qui n'a pas été celui qui a créé des conflits, mais au contraire celui qui a essayé de résoudre des conflits le plus rapidement possible lors de ses deux mandats, afin ensuite d'appuyer l'économie américaine, de l'aider, de la pérenniser et puis de la gangréner pour respecter bien évidemment son célèbre adage Make America First Again. Et dans cette optique de pérenniser ces relations également, il y a la question du Royaume du Maroc. Comment voyez-vous aujourd'hui l'avenir des relations maroco-américaines après d'ailleurs la réélection de Donald Trump? C'est une excellente nouvelle pour le Royaume. La première mandature de Donald Trump s'est terminée par un tweet historique avec la reconnaissance de la marocanité du Sahara. Malheureusement, qu'il ne s'est pas traduit avec la création d'un service consulaire dans les provinces du Sud. Mais cette deuxième, désormais, mandature du président Trump va se traduire avec un appareil législatif qui est à sa cause, parce que le Parlement et l'appareil législatif américain est en grande majorité désormais sous la houlette du Trumpisme. Et donc, il va avoir tout simplement une transformation des paroles en actes avec un service consulaire qui sera à l'ordre du jour et des tables de négociation avec le chef de la diplomatie marocaine qui est Nasser Bourita. Donc il ne serait pas étonnant en 2025 pour le 50e anniversaire donc de la Marche verte, d'avoir et un service consulaire américain à l'Aïoun et un service consulaire français à l'Aïoun, ce qui sera totalement historique parce que deux pays membres permanents du Conseil de sécurité qui ont un service consulaire et une délégation diplomatique dans les provinces du Sud sera vraiment un grand pas en avant pour le Royaume du Maroc, pour son intégrité territoriale. Un grand pas en avant dans l'entente bien évidemment de la continuité des relations historiques et fraternelles entre les États-Unis et le Maroc. Yacine El Liatoui, merci encore. Je rappelle que vous êtes chercheur universitaire et analyste politique. Merci beaucoup.